Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Princesse Mononoke a quelque chose à vous dire. Oh, ça pue l'humain. Le cinéma d'Hayao Miyazaki s'éloigne de l'humain pour mieux y revenir. Dans ses films, le réel n'est jamais défini. Il se métamorphose en permanence, comme si le rêve avait infiltré la réalité, tantôt avec douceur et poésie, parfois de manière brutale et effrayante. L'univers de Miyazaki n'est pas seulement merveilleux, il est augmenté. Comme si soudain, la vie se multipliait, comme si nos fantasmes, nos désirs et nos craintes se trouvaient projetés à l'écran, sous forme de poissons, de loups, de sangliers, de vieilles femmes avisées et de petites filles à couette. De l'animisme au féminin, du futurisme au vitalisme, cette semaine, c'est avec Miyazaki que nous philosophons. L'esprit de la forêt. Shichigami-sama. C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons. Bonjour Sébastien Bénédicte. Bonjour Adèle Wainwright. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes enseignant en littérature, critique de cinéma, écrivain, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour commencer cette série d'émissions sur Miyazaki. Êtes-vous prêt pour le grand voyage ? Ah toujours, oui, depuis longtemps. Le voyage de Princesse Mononoke, mais aussi dans l'univers de Miyazaki. Chaque film est on l'a entendu là, le préambule de Princesse Mononoke, c'est un conte, c'est un récit à la fois initiatique et bourré d'aventures. C'est un conte, effectivement. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ça a été rajouté, je crois, à la demande des studios Disney pour l'exploitation en France. Il y a un vrai mystère chez Miyazaki au départ. C'est pas toujours expliqué, c'est pas toujours. On découvre. C'est pour ça que vous avez parlé de réalité, enfin de réel plutôt augmenté. Il y a quelque chose qui nous tient de plus comme ça, on va interroger au fur et à mesure. Et effectivement, ça passe par une progression, parce que j'aime toujours dans les films qui mettent en scène des enfants, c'est qu'ils partent d'un point A à un point B et ils se transforment au fur et à mesure de leur périple. Donc, effectivement, une dimension, on peut dire picaresque aussi. Dans le film qui nous occupe, c'est effectivement le parcours d'Ashtaka, qui est donc le héros masculin du film. Et qui va devoir se confronter à, comme vous l'avez dit, tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui relève d'un monde en train de disparaître. Faut-il le préserver ? C'est toute la question. Et donc le merveilleux intervient d'abord comme question, comme mystère, qui ensuite va être révélé progressivement au spectateur. Comment avez-vous rencontré le cinéma de Miyazaki ? Alors, sans le savoir, comme beaucoup de gens de ma génération, à la fin des années 70 à la télévision. Parce qu'il a commencé dans les séries télévisées. Les petits Français qui sont nés au milieu des années 70, comme moi, connaissent sûrement très bien Sherlock Holmes, notamment. Et puis la série qu'en France on a appelée Edgar, gentleman cambrioleur, pour des raisons de droit, mais qui était en fait adaptée d'Arsène Lupin. Donc Sherlock Holmes, Lupin, plusieurs séries auxquelles Miyazaki a participé, donc avec déjà un dessin très particulier. Et donc ça, j'ai regardé ça quand j'étais enfant, et c'est bien plus tard, à la sortie en France de Porco Rosso en 92, que j'ai découvert donc Miyazaki pour la première fois au cinéma et en tant que cinéaste. Princesse Mononoke, quelle place tient ce film dans votre cœur par rapport aux autres films de Miyazaki ? C'est un de ceux qui me semble le plus représentatif de l'ambiguïté qui peut y avoir dans son cinéma. Et c'est une vraie qualité quand je parle d'ambiguïté. Alors ambiguïté par rapport à quoi ? Ambiguïté par rapport à la manière dont Miyazaki se tient un peu sur la crête
d'un affrontement comme ça, de deux questions assez fondamentales qui sont d'une part la nature, sa préservation, et d'autre part le progrès technique, la modernité, qui vont s'opposer dans une guerre particulièrement violente, mais dans laquelle Miyazaki va pas prendre forcément parti. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le personnage du titre, qui n'est jamais nommé d'ailleurs comme tel, il n'est jamais nommé Princesse Mononoke dans le film, elle s'appelle San, finalement est peut-être le personnage qui intéresse le moins Miyazaki. C'est beaucoup plus c'est taiseuse, enfin c'est beaucoup plus un symbole, et beaucoup moins incarné que son personnage masculin, Ashitaka, qui est un jeune prince qui doit quitter son village après avoir reçu la malédiction qui lui a été donnée au niveau du bras par un dieu sanglier, qui vient attaquer le village sous forme de démon au début du film. Lui, il intéresse beaucoup plus, et surtout, puisqu'on va parler de féminin beaucoup chez Miyazaki, c'est surtout le personnage de Dame Eboshi qui, à mon avis, le fascine. Et me fascine, parce que c'est vraiment lui qui est mis en avant, alors qu'elle est censée être, avec des gros guillemets, parce que ce mot existe assez peu chez Miyazaki, c'est la méchante, quoi. Mais voilà. Oui, là on retrouve vraiment l'ambivalence de Miyazaki, voilà, même chez les méchants. Alors, plus que d'ambiguïté, l'ambivalence. Ouais. Alors au début, il y a beaucoup de méchants classiques, très très méchants, un peu à la James Bond. On a ça dans une série aussi dont on pourra en reparler, qui est très intéressante à regarder, qui s'appelle Conan, le fils du futur, en français en tout cas, qui a été diffusé à la fin des années 70, début des années 80 sur FR3, mais qui est passé relativement inaperçu, et qui est une série pour tous les fans de Miyazaki que je les invite à la découvrir s'ils ne l'ont pas fait, qui est assez étonnante, où il y a tout son cinéma déjà. Et là, il y avait effectivement un méchant, très très méchant. Très vite, dès son premier vrai long métrage personnel, c'est-à-dire Nausicaa, très vite, il y a des personnages beaucoup moins méchants qui n'y paraissent, qui ont leur raison. Voilà. Alors, on retrouvera, ou on rencontrera Dame Eboshi un peu plus tard dans l'émission. On va reprendre le fil du film Princesse Mononoke. Vous l'avez dit, Ashitaka, c'est ce jeune guerrier japonais qui défend son village contre l'attaque d'un sanglier qui a été possédé par un démon. Parce qu'il a reçu une balle humaine, en fait. Ça, on le découvre après. Ouais. Au moment où ça arrive, on ne sait pas ce qui se passe avec ce sanglier, alors qui est vraiment dégoûtant à voir. Miyazaki est très fort par l'utilisation de l'image et du son pour faire ressentir chez le spectateur une forme de dégoût. On n'arrive pas trop à le nommer parce que finalement c'est juste, il dessine des traits qui bougent sur le sanglier, mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment répugnant. D'assez gluant, de glougloutant au niveau du son aussi. On imagine très très bien ce que c'est, puis on l'entendra un peu plus tard. Et donc dans la scène qu'on va entendre, finalement Ashitaka discute avec une chamane, une vieille personne, une vieille femme, qui lui fait un discours qui va vraiment signer le ton du film, à savoir à la fois une quête, la défense de quelque chose, et surtout l'importance, non pas de mener une guerre, non pas de rétablir la vérité, mais de porter sur le monde un regard sans haine. Écoutez. Ce que je vois, hélas, présage un grand malheur. Les pierres disent que le dieu sanglier venait de l'ouest lointain. Un mystérieux poison qui lui rongeait les sangs le faisait pourrir lentement. Le maléfice est entré dans son corps alors qu'il courait dans la forêt, et la folie peu à peu l'a transformé en monstre malfaisant. Comprends-tu, mon prince? Oui. Découvre dans ton bras que chacun puisse le voir. Oh. Quelle est cette marque? Mon prince, les pierres m'ont parlé. Es-tu prêt à entendre le destin qui t'attend? Oui. Je m'y suis préparé à l'instant même où j'ai décoché ma flèche. La tâche peu à peu envahira ton corps jusqu'à pénétrer même l'intérieur de tes os. Le mal te causera d'effroyables souffrances et puis tu périras. On ne peut rien faire pour empêcher ce malheur. Le prince a reçu cette blessure en sauvant nos vies et en défendant notre village. Et il n'aurait plus qu'à attendre la mort? Nul ne pourra changer la destinée du prince, mais il lui est possible d'aller au-devant si telle est sa volonté. J'ai trouvé cette roche de fer dans le corps de la bête. Elle lui brisait les os, lui perçait les boyaux. La douleur l'a rendu fou. Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. Si tu y diriges tes pas et portes sur le monde un regard sans haine,
Tu trouveras peut-être le moyen de vaincre la terrible malédiction qui pèse sur notre pays, et si tel est ton destin, de sauver ta propre vie. Oui. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous philosophons avec Hayao Miyazaki cette semaine, en compagnie aujourd'hui de Sébastien Bénédicte, auteur d'un ouvrage sur Miyazaki, Au gré du vent, aux éditions Rouge Profond. On commence avec Princesse Mononoke, et cet extrait donc qui met en place la situation du film. Et vous l'avez dit, alors moi j'insiste sur le regard sans haine. On peut peut-être en dire deux mots, mais on a entendu dans l'extrait que le responsable, ce qu'on appelle le démon de la forêt, en fait, c'est une intervention humaine. C'est cette roche de fer qu'on a trouvée dans le corps du sanglier qui aurait provoqué cette espèce de malédiction. Oui, alors voilà, mais ça part de là. C'est-à-dire à quel moment l'intervention humaine est, comme dans le cas présent, délétère, et un peu plus tard dans le film, à quel moment elle n'assure pas aussi un progrès. J'ai presque envie de dire en même temps, mais bon, je dirais plutôt qu'il y a chez Miyazaki un refus d'asséner quoi que ce soit, de choisir, et donc on a effectivement clairement l'humanité qui est mise en cause d'un côté, mais d'un autre côté, on va voir au fur et à mesure que elle a peut-être ses raisons, l'humanité, de faire ce qu'elle fait. De quelle humanité il s'agit aussi, voilà, et progressivement, il va donner à chacun la possibilité d'expliquer ses raisons. Alors, comme disait Renoir, c'est ce qui est terrible, et j'insiste sur le terrible, c'est que chacun a ses raisons. Renoir n'a jamais été un relativiste, c'était vraiment l'idée, le mot important c'était terrible. Et ce côté terrible, on le retrouve c'est vraiment le sujet de Princesse Mononoke, c'est-à-dire chacun a ses raisons, et ça peut être terrifiant, ça peut donner lieu à une guerre extrêmement violente, et donc il y a la nécessité de trouver, comme il est dit dans le commentaire, l'équilibre est rompu, il y a la nécessité de trouver un compromis, donc on peut voir vraiment Princesse Mononoke comme un film politique. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Entre quoi et quoi ? Entre l'humanité et la nature, voilà, qui sont beaucoup moins frontalement opposés que ce qu'on veut en dire. On fait beaucoup de Miyazaki, un cinéaste qui serait écolo, qui serait vraiment la nature qu'il faut préserver, alors que l'homme nuit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il est écolo, bien sûr, il a toujours été, mais c'est vraiment l'idée de développement durable qui est très tôt un sujet pour Miyazaki, très très tôt. Dès la fin des années 70, la série dont je vous parlais, Conan, c'est vraiment cette idée de trouver une source d'énergie. C'est un film post-apocalyptique, la Terre a été submergée par un tsunami géant, et il faut... il est question d'utiliser l'énergie du soleil, de trouver une énergie renouvelable, quoi. Donc là, on est fin des années 70. Donc c'est un thème qui va revenir. Donc très tôt, on parle de développement durable. Et bon, s'il y a un message à chercher dans Princesse Mononoke, c'est celui-là. C'est l'idée que être écolo, c'est pas s'opposer à la technique, c'est pas s'opposer au progrès. D'ailleurs, on verra que Miyazaki est absolument fasciné par les machines et les avions en particulier, pour des raisons familiales, autobiographiques. Il a beaucoup été question d'avions dans son histoire familiale. D'abord parce qu'il adorait dessiner, ensuite parce qu'il s'est longtemps interrogé sur... il a même donné une âme à ces machines. C'est pas si tranché que ça. On a, quand on voit un film comme Nausicaa, dont on sera peut-être amené à reparler, parce que on en parlera demain d'ailleurs. Princesse Mononoke est un petit peu une sorte de remake quelque part de Nausicaa, avec la même structure de femmes qui s'opposent, l'une du côté de la nature, l'autre du côté de... alors c'est moins évident dans Nausicaa, mais le personnage de la méchante dans Nausicaa, c'est quelqu'un qui considère la nature comme malade, et donc mais qui choisit la guerre plutôt que le soin. Mais on retrouve donc avec Mononoke cette opposition entre deux femmes. On a entendu dans cet extrait à la fois donc l'importance de porter un regard sans haine, mais aussi l'importance et la présence du destin. Quelle place tient dans le cinéma de Miyazaki cette vision du monde qu'on pourrait qualifier parfois, alors dans ce que vous avez dit, d'animisme, parce qu'en effet, chez Miyazaki, la technique aussi aurait sans doute une âme, mais surtout quelque chose comme une vision qui fait que les choses ont un sens et que l'homme a une responsabilité dans ce monde qui est aussi d'accepter une forme de destinée et de faire en sorte que la haine n'y prenne aucune part. Absolument. Et ce qui est très important chez Miyazaki, c'est que, comme vous dites, il y a un sens en toute chose.
Quand il y a un film comme Chihiro, on le compare souvent à Lewis Carroll. Je suis pas très d'accord avec ça parce que il n'y a pas du tout la notion d'absurde, de non-sens chez Miyazaki. Un sens caché, donc il va falloir révéler, mais un sens toujours. Et la notion de destin, bon, elle est pas forcément écrasante. Ashitaka dans Princesse Mononoke va en faire quelque chose. Mais voilà, il y a effectivement une écoute à avoir de la nature qui ne dit pas toujours ses intentions. Et c'est l'idée de les comprendre par soi-même. C'est ce qui arrive au prince Ashitaka, qui va faire l'expérience de cette nature en guerre contre les hommes, en apprenant en fait à l'écouter. Alors que le personnage de Mononoke, elle est d'emblée prise dedans. Il y a presque un côté un peu tragique en ce qui la concerne, parce qu'elle devrait être, en tant qu'humaine élevée par les loups, elle devrait être cette émissaire, cette porteuse de l'équilibre. Alors, faut en dire deux mots, Princesse Mononoke. Ouais. Qui est-ce ? Alors, il s'agit d'une jeune fille qui a été élevée par une louve en particulier, qui s'appelle Moro. Donc, tous les animaux sont des divinités. Donc Moro est la chef en fait de la meute des loups, et c'est donc la mère adoptive. Donc on reconnaît évidemment c'est une référence évidente au livre de la jungle. On n'est pas en terrain connu ici, sauf que là où elle est portée à être l'élu d'une certaine manière, à celle qui va ramener l'équilibre, comme toujours dans ces histoires, entre deux forces, les dieux antiques, ancestraux plutôt, et l'humanité qui va commencer à rentrer dans le progrès technique. Ben c'est pas elle qui va avoir cette place-là, c'est le prince qui va faire le lien, évidemment par le sentiment amoureux qui le lie à la princesse Mononoke. Le destin, pour revenir sur la question du destin, il est beaucoup plus fort sur les épaules de princesse Mononoke, donc de San, qui va pas pouvoir en faire grand-chose, alors que lui est celui par qui le destin est pris en main, et parce qu'il apprend en fait à écouter non seulement la nature, mais aussi les arguments autres, les arguments que va lui donner Dame Eboshi. Il a une mission à laquelle on va arriver dans un instant. Il a une mission qui est très forte, ce prince Ashitaka, parce qu'il doit, vous l'avez dit, non seulement essayer de comprendre la nature, qui est elle-même en guerre contre l'homme. C'est pas que l'homme qui est en guerre contre la nature. La guerre est des deux côtés. Essayer d'aller d'un côté puis de l'autre pour établir une forme de médiation, de manière à rétablir la paix, tout en maintenant sur le monde un regard sans haine. Et au gré de ses pérégrinations, il va rencontrer des personnages qui sont bien loin de porter sur le monde un regard sans haine, y compris même sur les uns sur les autres. Une fois qu'il arrive, il a traversé la forêt, il a rencontré des personnages étranges, il est avec deux hommes blessés. Il arrive dans un village où on voit des forges, ce sont les forges de Dame Eboshi. Et une fois qu'il arrive dans ce village, il découvre que travaillent dans ce village, alors des personnes qui semblent malades, on verra que ce sont des lépreux ensuite, et puis un groupe de femmes qui tient un discours très surprenant. On s'attend pas à ce que les femmes s'expriment de cette façon-là à ce moment-là. Donc écoutez-le, le moment où il arrive dans ce village, il va découvrir non seulement les forges, et puis ces femmes qui prennent la parole, et notamment une femme qui s'adresse aux blessés que le prince a réussi à transporter sur son dos tout au long de la forêt. Écoutez comment elle l'accueille. Sombre crétin! Comment vas-tu pouvoir t'occuper du troupeau, dans l'état où tu es? Mais ma douce... J'ai failli mourir de peur en te voyant. Les loups auraient dû te bouffer, tiens, espèce de bon à rien. Je me serais enfin trouvé un mari digne de moi. Toki, mon cœur, attends qu'on soit tous les deux. Toki, tu lui murmureras t'es mon amour une autre fois. Toi, Gonza, tais-toi. Ah, il est beau, le capitaine de la garde. C'est facile de bomber le torse et de rouler des mécaniques une fois le danger passé. T'as pas honte d'être rentré sans les blessés? Mais j'y pouvais rien, c'est les loups qui... Merci, étranger. Mon mari est un imbécile, mais je suis heureuse de le revoir. Me voilà rassuré. J'ai cru un moment que j'avais eu tort de lui avoir sauvé la vie. Hein? Hé, mais c'est que t'as l'air pas mal, toi. Enlève ton masque, on voit ta frimousse. Gonza, tu m'amèneras le voyageur plus tard. Je tiens à le remercier personnellement. Koroku. Oui. Je me réjouis de te revoir. Et je te prie de me pardonner. Oui. Faut pas lui dire des choses trop gentilles, Dame Eboshi. La flatterie lui monte facilement à la tête. Toi aussi, Toki, j'espère que tu me pardonnes.
Je suis responsable de ce qui est arrivé, j'aurais dû empêcher ce drame. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Sans vous, les loups les auraient tous dévorés, et nous les veuves, on se serait trouvés de vrais maris. Je choisirai la garde cette fois. Repose-toi, voyageur. Je te recevrai dans la soirée. Mon mari est un imbécile. La phrase est lancée, on ne sait pas trop comment l'accueillir au moment où on regarde ce film. Vous dites dans votre ouvrage, Sébastien Bénédicte, que peut-être pas parler de féminisme, mais en tout cas de l'importance du féminin dans le cinéma de Miyazaki. Féminisme, j'irai pas jusque-là. Pour la raison simple, c'est que il s'intéresse avant tout aux deux extrêmes de la vie, c'est-à-dire les petites filles et les vieilles dames. Et quand on a affaire à des femmes, effectivement, il met de côté le rapport entre femmes et hommes. Pas ici. C'est une manière assez anecdotique, sur un mode très, assez conflictuel. Il y a un élément de comédie comme ça dans les dialogues, mais la question en fait du féminisme dans le rapport des hommes et des femmes n'est pas vraiment posée. C'est pas tellement son sujet, de même la sexualité. C'est un cinéaste assez prude, quand histoire d'amour il y a, on est plus sur une sorte d'amitié amoureuse, et ce qui revient le plus souvent, c'est plutôt les histoires d'amitié amoureuse entre deux enfants, donc là, vraiment au sens de la femme, c'est-à-dire adulte, qui soit ni la grand-mère ni la petite fille, et son rapport aux hommes. On est dans le conflit avéré, mais pas, c'est pas problématisé spécialement par Miyazaki. Mais là, ce qui est intéressant dans la scène de l'arrivée de Shitaka, et quand il découvre ça, c'est effectivement qu'il découvre une sorte de phalanstère, on va dire, qui est donc tenue par Dame Eboshi, où ces femmes sont pas n'importe qui, c'est d'abord des prostituées, vous l'avez dit, il y a des lépreux également, donc c'est tous les réprouvés en fait de la société, au premier rang desquels les femmes, et la forge Dame Eboshi constitue un abri pour elles. Et donc l'idée, c'est pourquoi en fait la nature, la forêt en veut tellement à Dame Eboshi, c'est parce que faut faire fonctionner les forges, on les fait fonctionner avec du bois pour le feu, et puis aussi avec des minerais de fer qui sont pris à la roche et qui vont servir en fait à construire des arquebuses plus légères, donc faites pour les femmes, pour qu'elles puissent se défendre elles-mêmes. Donc, contre qui ? Alors contre... Parce que la nature s'en prend à Dame Eboshi parce qu'elle fait brûler du bois. Il y a aussi une situation politique, voilà. Donc liée à l'empereur et à ses samouraïs qui, quand Shitaka arrive à la forge, il arrive d'abord sur un champ de bataille. Donc il y a une bataille entre les paysans et les gens de la forge, et puis des samouraïs aux ordres de l'empereur. Une scène assez violente, et il prend part au combat, et il sauve donc les deux hommes dont on a entendu parler dans l'extrait. Et donc Dame Eboshi, qui dirige cette forge, est prise effectivement entre deux feux, c'est-à-dire l'empereur, ses hommes, et la société dans laquelle elle vit et qu'elle voudrait voir plus égalitaire. Donc il y a vraiment cette dimension-là chez elle. Qui fait que pour le coup elle a vraiment de bonnes raisons de faire ce qu'elle fait de ce point de vue à elle. Et puis évidemment les dieux de la forêt qui grondent de plus en plus et qui sont une menace, une deuxième menace qui vient s'ajouter. Donc la forge est presque c'est un fort assiégé, quoi. Donc c'est un peu le moment de la dernière chance pour elle. Laissons la parole non pas à Dame Eboshi, on l'entendra après, mais à la forge. C'est une véritable forteresse. Ce sont les forges de Dame Eboshi. On y transforme le minerai en fer. Le feu est une figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement. Le feu est la plus complète image de l'anéantissement. C'est Gaston Bachelard qui l'a dit sur France Culture, Les chemins de la philosophie.
sur un extrait de Princesse Mononoke, le bruit de la forge. C'est assez troublant d'entendre Bachelard sur ce bruit-là parce que il décrit, il met des mots sur ce qu'on voit, et c'est vrai que le feu dans la forge a une ambivalence incroyable. D'ailleurs, Bachelard la compare à l'eau. Il y a un vertige qui a tôt fait de nous faire basculer du côté de l'anéantissement. C'est là le danger. Sébastien Bénédicte. C'est les deux. C'est à la fois une force de destruction et une force de vie. Vous avez un film plus tardif qui s'appelle Le Château ambulant, où il y a un petit personnage comme ça, c'est une flamme, qui s'appelle Calcifer, c'est un démon du feu. Donc il y a, comme toujours, il y a à la fois du positif et du négatif chez lui. C'est lui qui fait marcher les rouages du fameux château ambulant. Ici, le feu est aussi le feu, une fois qu'il a détruit les cultures, n'empêche pas en fait la repousse derrière. Le feu, en tant que puissance de feu, symbolise pour moi dans Princesse Mononoke, vraiment cet état de passage. C'est le seul film quand même qui fait dans le Japon médiéval, qui est quand même assez consubstantiel à l'histoire du cinéma japonais. Il y a c'est un genre en soi. Et pourquoi il fait ce film à cette époque-là ça se passe pendant l'ère Muromachi. C'est parce que précisément on est à un moment de bascule entre les temps ancestraux, les dieux, etc. Et puis ce moment où on accède via la forge à la technicité, on accède au progrès technique qui peut être, et ça c'est constant chez Miyazaki, aussi bien une source d'émerveillement qu'une source de cauchemar, une force de création comme de destruction. Cette ambivalence-là, elle est centrale. Et cette ambivalence-là, elle n'est pas le propre de Miyazaki, c'est qu'on a souvent été pointée, justement. Alors il y a des discours, notamment en philosophie, qui dénoncent la destruction d'une forme de vie humaine par la technique, qui serait l'expression d'une grande rationalité aux dépens de toute forme d'affect, etc. Puis on trouve par exemple chez Simondon, qui écrit en 1958 du mode d'existence des objets techniques, et il dit « L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement. Elle ne recouvre qu'ignorance ou ressentiment. Elle masque derrière un facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et qui constitue le monde des objets techniques, médiateur entre la nature et l'homme. » Ça s'applique exactement au cinéma de Miyazaki. Voilà, ils sont partie prenante en fait du merveilleux chez lui. Dans Princesse Mononoke, on est autant émerveillé, comme on l'a entendu, par la forge que par les merveilles de la forêt, qui vont en reparler, mais qui vont se manifester. Et quand on parle de merveille, au sens où il y a une vraie beauté, une beauté qui peut être terrifiante aussi. Enfin, qu'on parle du personnage principal de la forêt, qui est le dieu cerf, qui à un moment donné se confond avec une aurore boréale. Ouais. Et le dieu cerf, on retrouve aussi cette ambivalence chez lui, parce qu'il est mortel. C'est pas un dieu immortel. Il peut donner la mort, comme il peut donner la vie. Et c'est ça qui fait la force symbolique du film. On parlait de la symbolique du feu, mais c'est vraiment ce personnage du dieu cerf, qui est un personnage muet, comme on en retrouvera d'autres chez Miyazaki, comme ça. Muet, donc il ne donne pas ses intentions. C'est à nous, spectateurs, et aux personnages de les deviner, et de ne pas se tromper. Parce que au final, il peut, comme je disais, donner la vie comme la mort, guérir comme tuer. Et donc on retrouve aussi bien dans le monde de la forêt que dans celui de la forge cette ambivalence-là. C'est toujours une histoire de bonne interprétation des forces en présence. Voilà, et des forces qui sont à la fois concrètes, nouvelles, donc qui peuvent être inquiétantes aussi par leur nouveauté, par ce potentiel de destruction qu'elles peuvent avoir. Et puis, et en même temps, immatériel et immémorial. Mais c'est en fait une réflexion sur le cinéma lui-même, qui à travers l'intervention de la technique va produire du merveilleux. Voilà, qui va produire du merveilleux, qui va produire aussi bien de la vie, disons une sorte d'embaumement, puisque tout acteur, actrice de cinéma est voué à disparaître et en même temps à rester. Donc là aussi, on a cette ambivalence de capter quelque chose du réel et en même temps de n'être qu'un enregistrement, donc quelque chose qui
qui sera du côté de comme je disais, de l'embaumement, de quelque chose qui n'est plus. Voilà. Et Miyazaki est un cinéaste avant tout. Voilà. C'est quelqu'un qui s'intéresse qu'au mouvement. Au mouvement, et qui a quand même un sacré sens des personnages. Qu'est-ce que Miyazaki a voulu capter du réel à travers le personnage de Dame Eboshi? Écoutons-la. Ils reviennent chaque nuit. Inlassablement, ils replantent des arbres pour que de nouveau la forêt recouvre la montagne. Ashitaka, reste et aide-moi à détruire l'esprit de la forêt. Vous commettriez un tel crime? Vous tueriez le cœur même de la forêt? Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux. Quand nous aurons rasé les forêts et chassé les meutes de loups, la montagne sera un havre de paix et d'abondance. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine. La princesse Mononoke? La princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Une sauvageonne, élevée par des loups et qui a juré ma mort. La légende dit que le sang de l'esprit de la forêt guérit tous les maux. S'il pouvait guérir mes pauvres lépreux, et par la même occasion s'il pouvait te délivrer de ton maléfice. Dame Eboshi, comment la trouvez-vous maintenant? Elle est parfaite, beau travail, c'est l'arme idéale pour conquérir le monde. Mais je la trouve encore trop lourde pour les filles. Entendu. Au croisement d'une nature immémoriale et de l'industrie naissante se tient Dame Eboshi. Écrivez-vous dans votre livre, Sébastien Bénédicte. Dame Eboshi qui veut fabriquer des armes les plus légères possibles pour qu'elles puissent être maniées par des filles. Tout un symbole ici dans cette arme qui doit être maniable et en même temps utilisée par des filles. Absolument. Et c'est une histoire d'émancipation, mais d'émancipation pas seulement des femmes par rapport aux hommes, d'émancipation absolue, y compris des hommes par rapport aux dieux. Voilà. Alors, tuer le dieu cerf, donc tuer l'esprit de la forêt, ça revient à s'autonomiser en tant qu'humain par rapport au pouvoir des dieux, à ne plus les laisser décider à notre place, à non plus. Alors, avec le danger qu'il y aurait à avoir la prétention de s'en faire maître, c'est une idée qui remonte au moins à Prométhée, cette histoire. Donc, puisqu'on parlait du feu. Prométhée qui va voler le feu pour le donner aux hommes. Voilà, exactement, et qui va être puni pour ça. Donc il y a une dimension prométhéenne dans ce que fait Dame Eboshi, c'est-à-dire qu'elle veut domestiquer le feu pour en faire d'abord une arme, mais surtout ensuite la condition elle parle de terre d'abondance, etc. Mais terre d'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une terre qui n'appartient plus qu'aux hommes, où il n'y a plus de place pour les anciennes divinités. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour Miyazaki, dans une dimension animiste. Les Japonais sont animistes, c'est-à-dire que chaque objet, pas forcément la nature, mais chaque objet a une âme, même une théière peut avoir une figure tutélaire derrière. Ça on retrouve tout au long de son cinéma. Mais c'est comme un petit peu, je cite Baudelaire aussi à un moment donné dans le livre, le fameux sonnet correspondance, où la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Alors après, l'homme, excusez-moi, je vais pas... Ah, je le connais pas par cœur. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Je pense que ça décrit ça décrit film, bien l'univers de la forêt. C'est des symboles qui nous observent autant que nous les observons, mais qu'il faut faire très attention d'interpréter à bon escient. Et le film n'est pas forcément pessimiste sur cette question-là, c'est-à-dire à partir du moment où on a un personnage qui accepte d'entendre les deux parties et de trouver un équilibre entre les deux, il apparaît que la destruction peut aussi aboutir à une forme de renaissance. C'est ce qui se passera, et ça c'est grâce à Ashitaka, mais Dame Eboshi, elle est très ambivalente, parce qu'elle veut certes s'en prendre aux dieux, peut-être pour fonder son pouvoir, et en même temps, vis-à-vis de l'empereur, elle a aussi des choses à prouver. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle montre à l'empereur qu'elle-même est très forte. Voilà, c'est ça. Alors après, on peut penser qu'éventuellement, elle pourrait être amoureuse de l'empereur, qu'elle est prise elle-même, alors qu'elle émancipe les autres femmes, elle-même soit prise dans quelque chose qui la dépasse. L'idée, c'est de faire cadeau à l'empereur de la tête du dieu cerf, parce qu'il apporterait l'immortalité. Là encore, on est dans un schéma très très ancien,
plus ancien texte connu, c'est l'épopée de Gilgamesh, c'est un texte de l'époque sumérienne où il est déjà question pour l'homme d'accéder à l'immortalité et de ne pas y arriver. C'est aussi un petit peu ça qu'on retrouve dans Princesse Mononoke, cette idée que l'immortalité n'est pas souhaitable, que c'est une illusion et que c'est précisément la mort en fait n'est pas une fin nécessairement pour Miyazaki, dans le sens où c'est un passage obligé mais vers autre chose. C'est un peu l'idée du cycle des saisons, ceux qui meurent est voué à renaître d'une autre manière. On est dans une métamorphose permanente et la mort peut être un passage d'une métamorphose à l'autre. Alors c'est jamais explicité comme ça, mais il y a cette idée-là qu'on retrouve beaucoup dans un très joli film qui s'appelle Mon voisin Totoro, où des petites filles sont confrontées à un possible deuil parce que leur mère est malade et qui vont apprendre au contact de la nature la merveille des saisons, du fait que les choses disparaissent mais aussi renaissent. Et c'est pour moi, ce qu'il y a aussi de très touchant chez Miyazaki, c'est cette façon de rendre le réel merveilleux, de ne pas opposer les deux. Mais au sens fort du terme, parce que c'est un peu impossible de dire dans les dessins animés de Miyazaki, il y a du merveilleux. Non, mais vraiment du merveilleux, c'est-à-dire que le réel... Le réel lui-même est merveilleux. Est en transformation, le réel est pluriel, il n'y a pas un seul réel. Oui. Et dans Totoro, il y a cette scène qui est restée très célèbre de la pousse du chêne, comme ça, les Totoro, donc qui sont les créatures de la forêt, elles aussi, font pousser comme ça un chêne ou un camphrier, je sais plus qui, le temps d'une nuit, avec des glands magiques. Alors il y a cette scène superbe avec la musique de Joe Hisaishi, et qui dure pas très longtemps, et ensuite il y a le réveil des petites filles au matin qui vont aller voir leur potager, et il y a des petites pousses, mais toutes petites, qui n'ont rien à voir avec ce grand chêne magnifique qui est poussé dans la nuit. Mais c'est ça la vraie merveille au final. On peut penser évidemment que ce qu'on a vu est dans l'ordre du rêve, et une fois réveillé le matin, cette merveille-là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus touchant chez Miyazaki de même. Il y a un autre personnage qui s'appelle Kiki, la petite sorcière, bien connue des enfants, qui, elle, a le don de voler comme toutes les sorcières sur son balai volant, mais elle va aussi beaucoup s'intéresser à quelque chose qui se passe en toile de fond durant tout le film, qui est la mise en vol d'un dirigeable, en fait, qui vient d'être construit. Elle est tout aussi fascinée par le génie technologique humain qui consiste à faire voler un dirigeable. Pour elle, c'est l'équivalent d'une magie. Alors qu'elle-même vole naturellement. Voilà, et dans Princesse Mononoke, pour revenir à ce qui nous occupe, cette magie-là, elle est égale entre la forge et la forêt. Mais alors ça, c'est vraiment intéressant de voir comment le merveilleux s'empare de nous et ce qu'il nous fait. Dans votre livre, vous citez Clément Rosset. Clément Rosset qui est le philosophe du réel et qui montre que si le réel est parfois insupportable, c'est parce qu'il est singulier, qu'il est unique, qu'il n'a pas de double, qu'il n'a pas de reflet. C'est ce qu'il appelle l'idiotie. Donc le réel est idiot, ça devient vraiment, on ne peut même pas s'en emparer tellement il est unique et surtout il n'a rien à nous dire. Et c'est ça qui est insupportable. Et vous le convoquez pour montrer que chez Miyazaki, finalement on est à l'inverse et c'est peut-être ça qui nous fait tellement de bien, c'est qu'on est face à un réel qui lui est protéiforme, qui lui est magique, qui lui recèle plusieurs sens, d'où cette soif avec laquelle on peut regarder son cinéma pour enfin se reposer de l'idiotie du réel. Oui, et parce qu'on parlait de destin tout à l'heure, mais finalement chez Miyazaki, si destin il y a, quand même la plupart du temps tout est possible. Tout est possible, à condition de le vouloir et et encore une fois, de frayer son chemin parmi quelque chose qui, à partir du moment où on le regarde avec bienveillance, va se révéler à nous. C'est en quoi le dieu cerf se révèle à Ashtaka assez tôt dans le film, parce qu'il y a de la bienveillance chez lui. Et la bienveillance, comme chez les petites filles de mon voisin Totoro, c'est précisément cette capacité de s'émerveiller, pas au sens bêta des choses, de s'émerveiller au sens enfantin, mais c'est-à-dire très très fort, en pensant qu'il y a là quelque chose de fondamental dans ce qui nous entoure. Vous entendez ce qui arrive ? Oui.
Parce qu'on parle de magie dans Princesse Mononoke et de côté merveilleux, les personnages les plus surprenants, ce sont ceux qu'on appelle les Sylvains. Qu'est-ce que c'est les Sylvains ? Ce sont alors elles sont très nombreuses, des petites créatures comme ça qui sont sur la cime des arbres et qui vont vont avoir leur tête qui va voilà, ça on les entend. On entend ce bruit de caquettement. Alors ça, c'est leur tête qui bouge très, très fort de droite à gauche. Ils se tiennent sur la cime des arbres. C'est le vent. Le vent est très important, évidemment, chez Miyazaki. Le vent les porte comme une mer végétale. Et c'est à la fois merveilleux et en même temps inquiétant. C'est comme des petits fantômes blancs, on peut dire. Oui, voilà, c'est ça. Les Sylvains, ça vient de Sylvestre. Donc voilà, ce sont des esprits de la forêt, tout simplement, mais qui là, en caquettant comme ça, expriment une inquiétude, et annoncent une menace. Et c'est un mot que ça nous permet de commenter l'importance que Miyazaki accorde au son et à l'univers. Et dans ce film-là, c'est très très fort, parce que on est beaucoup dans la forêt, et la façon qu'il a de faire ressentir l'ambiance de la forêt de manière simplement sonore fait qu'on a presque les odeurs qui nous viennent au nez, et la texture qui sur les doigts de la mousse, des troncs, des arbres. Il est très très fort pour ça. Oui, effectivement, c'est une dimension qu'on oublie souvent au cinéma, c'est la dimension sonore. Et il y a une telle richesse sonore dans le cinéma de Miyazaki que on est tout de suite pris dans ces films. Il n'y a pas que la force de l'image, effectivement. Un exemple, quand un orage éclate, on entend quelques gouttes de pluie et hop, on entend chaque goutte qui tombe. Et à partir de là, l'histoire peut se raconter parce qu'on est déjà nous-mêmes sous la pluie. C'est ça qui est très fort. C'est ça. Et la dimension sonore, on va créer une mise en espace aussi, un vrai espace sonore qui va peu à peu creuser dans la... Souvent, il y a cette idée de creuser dans la forêt. On l'a dans Mon voisin Totoro, on l'a dans Princesse Mononoke. C'est pas... à la limite, je disais tout à l'heure, on va d'un endroit à un autre, mais... moi, surtout, je pense au voyage de Chihiro. J'avais écrit le premier texte pour le cahier du cinéma, c'était sur ce film-là. J'avais appelé ça Voyage immobile, parce qu'on a aussi cette idée que tout est déjà là. On n'a pas forcément besoin de... Alors on va creuser dans la forêt, mais quand la petite Mei dans Mon voisin Totoro va suivre un Totoro blanc comme Alice et puis se retrouver au cœur du Tarier, c'est parce qu'il y a eu une tempête qui a creusé quelque chose dans la forêt. Il y a beaucoup de tempêtes, oui, chez Miyazaki. Ouais, il y a beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, beaucoup de choses qui passent, qui ne restent pas. Mais en même temps, il y a une permanence aussi. Et le cœur de la forêt dans Totoro, comme dans Princesse Mononoke, il est toujours déjà là. Alors on peut y avoir accès. C'est la permanence, la forêt, c'est ça ? Oui, il y a la permanence, il y a la figure de l'arbre, effectivement, qui, si on le laisse faire, va durer très très longtemps, va ne faire que pousser, et c'est pas forcément visible. C'est l'histoire du terrier dans Totoro, il faut aller au cœur. C'est pas forcément visible dans Princesse Mononoke parce que le dieu cerf ne se montre pas comme ça à tout le monde, etc. Mais c'est déjà là. Le merveilleux est toujours déjà là, en fait. Et il suffit de le voir. Pour ça, je parle d'un cinéma révélé. C'est comme dans Chihiro, quand on voit les fantômes apparaître, elle découvre un monde inconnu d'elle, alors qu'elle vient du réel. Voilà. Et d'un seul coup apparaissent, en surimpression progressive, des personnages d'esprit comme ça, on peut les appeler fantômes, esprits ou dieux, qui apparaissent comme si c'était déjà dans l'image, comme dessiné à l'encre sympathique, et puis qui apparaîtrait comme ça. Voilà, cette dimension est très forte chez lui. Alors retrouvons Princesse Mononoke et un dernier extrait, on arrive vers la fin du film. La louve, on n'en a pas encore parlé, un Moro qui a donc recueilli San, Princesse Mononoke, et l'a élevée comme sa propre fille, va prendre la parole pour expliquer au prince Ashitaka, eh bien justement,
comment la forêt elle-même est sujette à ces disputes qui concernent les humains et ne la concernent pas elle-même, et en même temps comment ce tragique-là, inhérent à l'humanité, risque de contaminer la forêt elle-même. Alors il faut savoir comment agir pour la sauver et faire en sorte qu'elle ne soit plus dévastée. Quelle magnifique forêt. Hokoto n'a pas encore chargé? Les sangliers sont en marche. La forêt dévastée pleure à leur passage, mais tu ne peux pas entendre le sanglot des arbres. Moi, je demeure ici à écouter leur lente agonie. Ce cri réveille en moi la blessure de la balle. Et je rêve du jour où je pourrai enfin broyer de mes crocs la tête de la femme qui nous tue. Moro, cette guerre a trop duré. Pourquoi n'y mets-tu pas un terme? Vous pourriez vivre en paix avec les humains. Les humains se rassemblent pour une dernière bataille. Leur feu bientôt viendra à nous brûler. Mais que va-t-il arriver à San? Comptes-tu la laisser mourir avec toi? Tu es bien un humain, Ashtaka. Égoïste. Tu raisonnes comme un humain. San est ma fille, ma tribu est la sienne. Si la forêt meurt, elle mourra avec elle. Rends-lui sa liberté. C'est une humaine, pas une louve. Silence, gamin! Comment oses-tu me parler de la sorte? J'ai vu ses parents détruire ma forêt et jeter leur fillette dans mes pattes pour mieux fuir. Je n'ai pas pu la dévorer, je l'ai recueillie et élevée. Aujourd'hui, cette petite si laide et si jolie n'est ni humaine ni louve. Toi, est-ce que tu peux la sauver? Je ne sais pas. Mais nous pourrions vivre ensemble, elle et moi. Que feriez-vous ensemble? Vous combattriez les humains? Non! La haine ne fait qu'engendrer la haine! Ouais. Je crois que tu ne peux plus rien faire, petit. Car tu vas mourir dévoré par la tâche. Quitte cette forêt à l'aube ou c'est moi qui te dévorerai. Elle est terrifiante, cette louve. C'est un personnage extraordinaire, hein, Sébastien Bénédicte. Ben, elle incarne vraiment aussi cette dureté-là. Hein. La nature, c'est pas juste des petites fleurs et des jolies aurores boréales. C'est aussi une violence. Et on l'entend hein, dans son discours. C'est du ressentiment beaucoup de part et d'autre. Donc Ashtaka vraiment est celui qui veut sortir de cet engrenage du ressentiment qui ne mène à rien. Et il y a presque un côté humain trop humain aussi chez les dieux animaux quand ils parlent, ils sont pris dans les mêmes. Oui, au fond, ça pourrait être Dame Eboshi qui parle oui. là. Elle est tellement pleine de ressentiment et de guerre. Voilà. Donc évidemment, c'est le message de Miyazaki est clair là-dessus. Enfin, si on écoute le ressentiment, on n'aboutit à rien. Et là encore, ce qui est merveilleux, c'est presque comme si ça allait pas de soi. L'amour, la bienveillance, tout ça, que c'était une conquête. Donc il y a à la fois quelque chose de pessimiste parce que bon, il y a un côté un peu misanthrope à un moment chez Miyazaki. Il n'y a pas forcément une foi démesurée dans l'humanité, surtout le temps avançant et les questions écologiques se posant telles qu'elles se posent aujourd'hui. Alors que lui, là-dessus, nous a mis en garde depuis très très longtemps. Mais en même temps, oui, il y a cette croyance que la bienveillance, c'est pas quelque chose de forcément naturel et que c'est une vraie conquête, en fait. Et c'est une vraie difficulté, mais donc une vraie conquête de sortir de la haine et du ressentiment. Voilà, ça peut paraître un peu baba comme ça, mais c'est une question qui est prise très au sérieux. Et surtout quand on suit la trajectoire d'Ashitaka, qui va quand même arriver à ses fins, sans tout révéler de la fin, mais ce regard sans haine porté sur la nature va triompher. Voilà, et il y a une seconde chance. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité. Encore un intérêt de vivre dans l'univers de Miyazaki plus que dans le nôtre, parce qu'effectivement, il y a plus facilement des secondes chances. Merci beaucoup Sébastien Bénédicte d'être venu nous en parler ce matin. On va se quitter, on a entendu déjà un peu le thème, avec la musique de Joe Hisaishi, on n'en a pas parlé, mais elle est très très importante tout au long du film. Là, on va entendre le thème de Princesse Mononoke. Je crois que vous voulez dire un dernier mot concernant votre travail. J'ai présenté votre livre, que je recite à nouveau, Hayao Miyazaki au gré du vent aux éditions Rouge Profond. Vous êtes aussi critique de cinéma et notamment vous contribuez en ligne à la revue Carbone. Oui, absolument. C'est une revue en ligne. C'est aussi une revue papier trimestrielle. J'avais donc écrit sur le féminin chez Miyazaki dans le dernier numéro qu'on a publié qui s'appelait Amazon. Donc chaque numéro est thématique. On a fait les maisons hantées, la carte au trésor et dernièrement les Amazones.
Voilà, donc c'est une revue qui a besoin de vous, enfin besoin de lecteurs. On était gratuit jusqu'à présent et on a mis en place une campagne où chacun donne un peu ce qu'il veut en s'engageant à s'abonner tous les mois. Voilà. On mettra sur le site des Chemins de la Philosophie le lien dans cette revue. Merci à vous d'être venu parler de Miyazaki aujourd'hui. Voici donc le thème de Princesse Mononoke, composé par Joe Hisaishi. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous y avez tous et toutes déjà joué. Si on devait le décrire, on pourrait dire qu'il est un des jouets les plus célèbres du monde. Fait de petits bouts de plastique colorés, l'enjeu est de les emboîter les uns les autres pour construire une maison, une ville, un monde, et d'en faire le support de tout un univers de récits, d'histoires et de péripéties. Devenu une matière en soi, il laisse autant la place à un esprit méthodique et appliqué qu'à un imaginaire débridé. Ce jeu, mêlant tout autant liberté que créativité, mobilisant tout autant l'épopée que la science cognitive, c'est le Lego. Avec les Lego, je fais des camions. Je peux construire plein de trucs. Des robots que personne ne verra que c'est des robots. Tu peux construire, tu peux inventer des hôtels avec 5000 étoiles.
Elle a une petite vie imaginaire, mais là, bien sûr, j'ai pas le droit d'être dans la chambre. J'ai pas le droit d'y rentrer. La porte est fermée. Ouais, un mode d'emploi, je m'évanouis. Lui, il regarde un mode d'emploi, il aime bien ça. C'est son monde à lui, je suis pas certaine qu'il ait très envie de le partager avec moi, en tout cas. Il joue toujours avec ses jeux de construction quand il est tout seul. Parfois, j'ai quand même ce côté, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, j'aimerais comprendre. Dans un cockpit de saut spatial comme je construis, il y a des machines partout. Si chaque enfant a pu y jouer, abandonnant l'âge passant ses petites briques, le philosophe italien spécialiste des relations entre technologie et esprit, Tommaso Bertolotti, lui n'a rien laissé tomber. Au contraire, encore passionné et hanté par ce jeu une fois adulte, il nous propose aujourd'hui une petite philosophie du Lego, rebaptisée par ses soins Legosophie. Mais de quoi le Lego peut-il être la philosophie ? On connaît dans le corpus classique un certain nombre de textes consacrés au jeu, du pari de Pascal à la figure du joueur accro au hasard, en passant par les lettres sur le jeu de Schiller, le jeu soulève une problématique centrale, celle de l'articulation entre la liberté et la contrainte, déclinable en une série de tensions entre le hasard et la nécessité, l'imagination et l'entendement, ou encore la transgression et la règle. Comment le Lego s'inscrit-il pour sa part dans ce champ problématique ? Ou plus précisément, comment puise-t-il à cette problématique tout en la renouvelant ? Reprenant cette série de couples, voici ce que nous dit Tommaso Bertolotti. Fantaisie et vraisemblance, liberté et structure, créativité et instruction, enfance et âge adulte sont des façons de dire le même conflit vital inhérent à toute combinaison de briques Lego. Ces alternatives semblent renvoyer à l'une des questions les plus anciennes de la philosophie qui remonte aux origines helléniques de la discipline, l'opposition de l'être et du devenir. Être et devenir. Voici une autre manière de manier et de nommer le problème du jeu, mais une manière qui s'applique en particulier à celui du Lego, car qu'est-ce que jouer au Lego si ce n'est enchasser, encastrer et combiner des éléments durs et impérissables, des espèces d'atomes nécessaires et éternels pour produire à chaque fois un assemblage singulier, nouveau et libre. Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents. Comme un Lego avec du gant. Comme un Lego. Expression matérielle de la philosophie des antiques, mise en œuvre des théories cognitives les plus actuelles sur les fonctionnements cérébraux en relation avec l'agir et l'action, objet d'un culte à décrypter et support de tout un ensemble de récits, quand Tommaso Bertolotti fait du Lego le lieu du problème entre l'être et le devenir, il ne fait pas que déployer une des questions soulevées par n'importe quel jeu, il en propose en fait une nouvelle, et peut-être même l'essentielle, la fondamentale, la question concrète du jeu. En disant que le Lego allie en effet être et devenir, il met le doigt sur la dimension physique de tout ce qui relève du jeu. Le Lego, peut-on ainsi lire, est une pensée physique. C'est un objet, une substance, un support tangible à tout un imaginaire impalpable, à des narrations diverses et variées, à une théorie abstraite. Si l'on veut ainsi parler d'une légosophie, il s'agit pour la pensée de revenir à la description même de ces petites briques de couleurs qui s'emboîtent de multiples manières. Il s'agit de revenir à la matière même du Lego, un plastique qui a transcendé son propre matériau pour devenir un concept en soi. Et pour découvrir cette légosophie, cette petite philosophie du Lego, c'est aux éditions PUF par Tommaso Bertolotti. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Elsa Le Saulnier qui m'a aidé à préparer cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine Miyazakienne. À la prise de son aujourd'hui, c'était Valérie Lavalard. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Miyazaki. Demain, nous serons en compagnie de Raphaël Colson et l'on évoquera le film de Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. D'ici là, pour écouter cette émission, ainsi que les précédentes sur Miyazaki, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h, pour la suite du cinéma de Miyazaki. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.